Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller au résultat, comme on dit sur un champ de tir, essayer de comprendre si la propagande ukrainienne avait vu juste avec son annonce de 41 aéronefs russes détruits, ou si, et on en a conscience sur cette chaîne, c'est de bonne foi à la guerre de faire de la propagande et d'essayer de transformer un succès militaire en un succès majeur, qui est un petit peu le concept même de la guerre hybride, et ce qu'avaient par exemple excellemment bien réussi les Pakistanais face à l'Inde. Alors nous ne sommes pas tout à fait dans le même cas quand même, nous sommes dans un cas où, regardez ces images, les Ukrainiens partagent énormément leur victoire, on a donc les images qui viennent prouver tout cela, mais encore mieux, on commence à avoir désormais des images satellites. Vous avez par exemple Ice Eye US qui a donné des images à The Warzone et on commence à voir arriver de plus en plus d'images des différents terrains. Donc on résume très rapidement. À minima, 4 bases russes touchées. Belaya, Ivanova, Diaghilev, Olenia. Le New York Times parle d'environ une vingtaine d'aéronefs touchés à détruits. Certaines sources ukrainiennes officielles de 13, là où la propagande initiale parlait de 41. Les Ukrainiens annoncent également qu'ils ont envoyé 117 drones en état de fonctionner et qu'ils ont touché Tu-95, Tu-22, Tu-160, A-50. A-50 étant l'avion radar et nous sommes mercredi à 16h45, des images viennent de sortir où on voit effectivement du posé de drone sur de l'A-50. Et juste avant de rentrer plus dans le détail sur notre BDA, notre Battle Damage Assessment, le résultat, ce qui est important, vous l'aurez compris, c'est le renseignement, c'est le nerf de la guerre. Et ce qu'il manque peut-être à certains protagonistes là, c'est du chiffrement de données. Et c'est ce que notre partenaire du jour veut vous apporter, NordVPN, avec qui nous travaillons depuis maintenant des années. Ils sont là pour vous permettre de chiffrer vos données de navigation, de masquer votre position en ligne et de vous permettre également de vous téléporter, de faire du changement d'emplacement virtuel. Comme ça, cela vous permet d'éviter de la censure ou de la géorestriction. Par exemple, si vous êtes en France et que vous souhaitez regarder RTBF ou RTL basé en Belgique, grâce à un IP belge, vous y aurez accès. Vous êtes à l'étranger, vous souhaitez regarder les chaînes nationales, vous pourrez en vous téléportant. Vous souhaitez avoir plus de contenu avec votre abonnement Netflix ou Disney+, également, c'est possible. Et c'est un sujet, on va le dire, qui a été très à la mode cette semaine dans la presse. Autre avantage de NordVPN, il va vous faire un bloqueur de tracker web. Comme ça, si vous êtes pourchassé sur le net, hop là, ils ne pourront pas vous suivre. Et ce que l'on vous propose avec le lien qui est juste en dessous, c'est 2 ans d'abonnement et 4 mois supplémentaires offerts. Le tout pour 10 appareils, comme ça vous partagez avec toute la famille et vous ne prenez aucun risque car c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et vous allez voir, la téléportation, c'est ouf. Alors, à noter que toutes les images partagées par les Ukrainiens montrent un pilotage précis des vecteurs afin de venir toucher une zone spécifique à chaque fois au niveau des aéronefs. Et j'ai envie de vous dire, par rapport aux résultats des images satellites, dans certains cas, il n'y avait pas besoin. Regardez l'état des bombardiers après les incendies. Un avion brûle extrêmement bien. Rappelez-vous l'Airbus A350 au Japon. Une fois qu'un avion prend feu, si c'est un avion civil, il est conçu pour résister quelques minutes, le temps de permettre l'évacuation. Je vous rappelle que la norme, c'est 90 secondes pour évacuer un avion de ligne avec 50% des issues de secours en fonctionnement. Un avion de ligne conçu pour résister quelques minutes et après brûler. Un avion de combat, pas tout à fait les mêmes normes, mais comme on peut le voir, ça brûle extrêmement bien. Dans tous les cas, en allant au résultat, on voit qu'à Belaya, il y a à minima 3 Tu-95 et un Tu-22 détruits. Qu'à Olenia, on est sur du Tu-95, également de l'Antonov 12. Alors ce qui est un petit peu étonnant, pourquoi targeter, viser un Antonov 12 quand on a des bombardiers à côté? Sachant que là, on sait qu'il y avait sur la base également du Tu-160, de l'IL-76 et 28 Tu-22. Au niveau de ces bases, on en retrouve sur les parkings et ensuite sinon les avions sont plus stockés derrière à l'air libre mais avec des merlons de protection pour éviter qu'en cas d'impact missile, par exemple, les shrapnels, les morceaux viennent endommager l'avion d'à côté. Car il y a
une limite dans ce que l'on peut observer depuis les satellites, c'est l'état des avions. Quand vous avez, comme sur ces images, un avion qui brûle, il reste une aile, il n'y a pas grand doute sur le fait qu'il ne pourra pas voler. Quand par contre vous avez un avion qui a l'air intègre, vous ne savez pas s'il n'a pas été percuté à certains endroits par un drone, ce qui va créer une problématique et ne sera pas en état de vol. Les avions sont par définition extrêmement fragiles. Et une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens ont toujours essayé de taper au même endroit, c'est pour endommager tous les aéronefs de la même manière et empêcher que les autres, les abîmés, puissent être, comme on dit, vampirisés, qu'on puisse utiliser des pièces en bon état d'un avion qui, par exemple, n'a plus son aile gauche, pour aller le mettre sur un autre avion. Donc plus vous faites exactement le même sabotage sur toute la flotte, plus vous posez un souci en termes de disponibilité. Donc on peut clairement, en ce mercredi 4 juin, annoncer qu'on est sur 10 à 15 aéronefs qui ont été détruits, un nombre qu'on ne peut pas quantifier à l'instant T qui ont été endommagés. On voit toujours l'importance de prendre des précautions quant aux premières annonces qui sont effectuées dans les heures après une opération. Le BDA, le Battle Damage Assessment, prend toujours du temps, même pour l'attaquant. Et donc avoir conscience que dans les premières heures après une attaque, on est forcément sur de la propagande et qu'ensuite derrière, on va pouvoir aller au résultat, on va pouvoir compter la vérité. Mais il va falloir encore à minima quelques jours, si ce n'est quelques semaines, pour vraiment savoir à 15 ou 20% près la vérité. Autre problématique qui nous est impossible de prendre en compte via les images satellites ou même les images partagées par les Ukrainiens, quel était l'état des avions touchés. On sait que lors des photos qui ont été mises en avant de la préparation de la mission, le général ukrainien regarde des images d'un musée en Russie. Et il y a sur de nombreux aéroports russes de nombreuses épaves, si on peut dire, qui peuvent éventuellement servir de pièces détachées, mais qui ne sont pas forcément en état de vol, comme certains de ces A-50 qui n'ont pas l'air en très bon état. Bref, entre nombre d'avions opérationnels rendus indisponibles et avions en état de vol endommagés, bien malin celui qui arrivera à sortir le BDA exact. Alors, il y a un autre sujet sur lequel je voudrais revenir, et c'est celui des accords START. J'ai vu dans les commentaires, j'ai vu sur Internet une multitude de personnes justifier / trouver une excuse à cause de ces fameux accords qu'on va expliquer dans quelques minutes. Et je voudrais quand même vous rappeler quelques petites citations. Comme vous le savez, nous chez Débrief, on fait de la conférence, on travaille sur la culture de sécurité. Et il y a une chose qui est interdite dans l'aviation ou au combat au débriefing, c'est les excuses. Pourquoi? Eh bien parce que les excuses vont inhiber chez vous le sentiment de responsabilité et vont vous pousser en fait à ne pas évoluer, à ne pas vous améliorer. Benjamin Franklin disait par exemple que celui qui est bon pour faire des excuses est rarement bon pour autre chose. Henry Ford, lui, disait « Ne cherchez pas le responsable, trouvez un remède, tout le monde peut se plaindre ». Et pour finir avec un grand philosophe autricho-américain, Arnold Schwarzenegger, lui, il défend qu'on peut avoir des résultats ou des excuses, pas les deux. Donc à partir de là, rentrons un petit peu dans le fameux traité START, Strategic Arms Reduction Treaty, que l'on a beaucoup vu commenter ces derniers jours, et on va revenir aux bases. START 1, 1991 à signature, mis en application en 1994, a expiré en 2009, a été remplacé par le New START, dont on va reparler. START 2 a été un échec, il a été ratifié mais n'est pas entré en vigueur, c'était en 1993, et a été remplacé derrière par le SORT, Strategic Offensive Reduction Treaty, qui a été remplacé en 2011 par le New START, on va revenir dessus. Quant à START 3, pas de traité, ça a avorté en 1997. Donc ce qui nous intéresse, c'est le New Start. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. Le New Start, c'est du 5 février 2011 à normalement le 5 février 2026. Mais, il y a souvent des mais, le 21 février 2023, la Russie a décidé de suspendre sa participation, mais, encore un mais, a décidé de continuer à suivre les chiffres. Pourquoi? Parce qu'en fait, le New Start, c'est dans la même philosophie qu'avant. L'objectif, l'état final recherché, si vous souhaitez, eh bien, c'est de limiter la prolifération d'armements. Donc, c'est se mettre d'accord sur le nombre de têtes nucléaires. Là, on parle de 1550 têtes nucléaires, c'est 2 tiers de moins qu'avec le Start. Sur le volume d'ICBM, SLBM, de bombardiers, on parle de 700.
Et le traité est assez spécifique sur le type de bombardier. Côté russe, on parle de Tu-160 et de Tu-95 MS. Eux, ils sont dans le traité, article 8, paragraphe C. Côté américain, B-52, GH, B-1B, les fameux Bone, B-1, et le B-2A dont on a parlé, qui était bien visible sur la base de Diego Garcia. Vous avez des contraintes, et dans les contraintes avec ce traité, vous devez accepter les inspections, et vous ne devez pas interférer avec ce qu'ils appellent les National Technical Means, pour voir en fait où ça traîne. Si vous décidez de faire un tir, si vous décidez de bouger votre matériel, vous devez prévenir l'autre nation, donc les Russes doivent prévenir les Américains et inversement, généralement 48 heures en avance. Mais quand on rentre dans le détail, et attention, ici c'est une chaîne de pilotes, pas une chaîne de juristes, ma compréhension du texte ne vous oblige pas à garder vos avions dehors visibles en tout temps. Et si vous avez un doute, un petit tour sur la base des B-2 américains et oh, surprise, ils sont pas dehors, ils sont rangés dans les hangars, alors qu'ils font partie, article 8, petit c, du traité. Donc soit on part du principe que les Américains respectent rien, soit, eh bien en fait, la compréhension du texte, et que c'est peut-être une bonne pratique, mais ce n'est en rien obligatoire. Et je vous rappelle que le 21 février 2023, les Russes ont décidé de se retirer, mais toujours de respecter le volume prévu dans le traité. À partir de là, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça fait déjà plus de 2 ans que les Russes ont montré des images de filets anti-drones. Et on en a déjà parlé sur cette chaîne, et je suis intimement persuadé que le même type d'attaque ferait le même résultat dans les armées occidentales. Alors commencez à dire, oui, c'est à cause du start, pas du start, oui, ça, non. Mais on rentre du côté des excuses qui vous empêchent de progresser. Et s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que demain, avec une opération bien ficelée, avec un rapport de force absolument dissymétrique, donc accessible à des agresseurs non étatiques, vos Rafales, F-35, F-15, B-1, eux ils sont bien visibles sur le tarmac, et les B-2 ils sont bien au chaud, sauf quand ils sont déployés à Diego Garcia, peuvent subir une attaque saturante de drones qui viendra complètement ravager votre flotte. Alors, quand je dis complètement ravager, là on est sur une dizaine d'aéronefs, mais le signal politique est fort, et ça va beaucoup plus vite de détruire un avion que d'en refabriquer un nouveau, surtout que ce sont des avions qui remontent un petit peu et dont les capacités de production à l'heure actuelle ne sont pas acquises pour la Russie. En définitive, ou au résultat pour rester dans la thématique, initialement, propagande ukrainienne, et encore une fois, c'est normal, cette bonne guerre dans tous les sens du terme, un petit peu extrême avec 41 avions qui sont claimés. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire que c'est autant, mais on est au moins sur un bon 25 à 30% qui sont confirmés. À voir si on monte jusqu'à 50% dans les prochaines semaines. Et un narratif que l'on a vu surgir autour du traité START, qui oublie dans son analyse que 1. c'est le New START et que les Russes ont décidé d'arrêter leur participation le 21 février 2023, et que 2. par rapport à ce narratif-là, il faudra m'expliquer pourquoi les B2A, article 8, petit c, eux, ont droit de rentrer dans un hangar, mais que les Tu-160 ou Tu-95 n'ont pas le droit. Et accessoirement, les Antonov 12, les hélicos, tous ces aéronefs-là, eux, auraient le droit d'être protégés. Et on a déjà vu des bases où les hélicoptères se faisaient détruire sur le tarmac. Dans la chasse embarquée, quand vous loupez l'appontage, vous arrivez avec votre avion, comme ça, vous arrivez, vous mettez un gaz au moment du toucher, car vous ne savez pas si votre crosse va accrocher un des brins d'arrêt. Et des fois, eh bien, la crosse est rebondie, vous n'arrivez pas à attraper les brins d'arrêt, et dans ce cas-là, on appelle ça un bolter. Et l'expression aux États-Unis est take your bolter like a man. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu vas au bolter, tu t'es approché et tu étais trop haut, ne t'invente pas des excuses, assume que tu ne vas pas réussir à prendre un brin, et refais un tour. La finalité de ce message, c'est en fait, n'essaye pas au tout dernier moment, si tu vois que tu es un peu trop haut, de pousser sur le manche et de tout casser pour essayer de te jeter dans les brins d'arrêt. Take your bolter like a man. Les excuses ne sont pas bonnes pour l'amélioration continue, et comme j'aime le dire en conférence, je vais terminer en citant notre philosophe préféré à tous, qui nous vient du Texas. Ego is not your amigo. Espérons que dans les chancelleries des états-majors occidentaux, toutes les leçons soient bien apprises, car on ne vit pas assez longtemps pour toutes les faire nous-mêmes. A très vite en conférence. Il nous reste quelques dates là en juin, en septembre. N'hésitez pas à nous contacter. Conférences, workshops, on fait des team building également. N'hésitez pas à nous contacter, ou sinon, à très vite sur le bassin d'Arcachon. On vous met le lien en dessous pour qu'on vole ensemble en juillet ou en août. Allez, fly safe!